fiche, j'ai toute ma nuit. Je dors à Marseille, donc... Bon, on attend que tout le monde revienne. L'information importante, c'est que j'ai des stickers shiny. C'est quand même le truc avec lequel vous devez repartir. Vous ne voyez pas sur ma coque parce qu'il est tourné, et moi je ne fais qu'un thème shiny cette année sur mon ordi. Donc j'achète des coques pour mon ordinateur, ce qui fait que les gens de chez moi qui gèrent les ordis ne m'arrachent plus la tête quand je leur ramène et qu'il faut décoder les stickers. Donc je mettez des coques et faites-vous des versions. On va y aller tranquillement, ça va être un peu plus léger. On va quand même parler d'IA. Alors normalement, je pourrais tenir beaucoup plus longtemps que le temps imparti, donc je vais profiter un peu du talk de Julien pour passer sur certains sujets. Ça évitera qu'il y ait trop de répétitions. Merci à vous. Je viens du Nord, de Tours, dans le centre de la France. D'habitude, je viens du centre de la France, mais je sais qu'on est en Marseille. Pour vous, c'est le Nord. Merci aux organes de m'avoir fait venir. Je suis très, très fier. Et merci à vous d'être là et aussi nombreux. Je vais mettre mon retour ici, ce sera mieux. Alors, je vais vous embêter un peu, je voudrais savoir à qui j'ai affaire. Qui se définit data scientist ou machine learning engineer? Ok, donc toutes les questions un peu pointues IA, c'est la dame qui est là. Vous m'oubliez, parce que vous verrez, moi je ne suis ni data scientist ni machine learning engineer. Qui se définit dev au sens large? Ok. Qui est autre chose? Chef de projet? Enfin, chef de projet, PO, accompagnateur, accompagnatrice, ok. Tout ce qui est Ops, SRE, ok. Est-ce que j'ai oublié du monde? QA, pardon, mais oui, oh là là. Mais... Ok, excuse-moi, c'est toujours les oubliés. Hardware. Super, on va parler un peu de hardware. Donc moi, je suis Stéphane Philippard, je suis développeur advocate chez OVH Qui ne connaît pas du tout OVH Cloud? C'est pas grave. Qui nous connaît pour autre chose que qui me suffit, nom de domaine et webmail? Ouais, un petit peu, ok. Bon, on fait de l'IA, donc on va en parler un peu aujourd'hui, ça tombe bien. Donc moi je suis développeur, donc je vais employer des mots de développeur aujourd'hui. Je suis désolé pour les puristes d'IA. Donc si vous ne connaissez pas OVH Cloud, par rapport au talk de Julien, si vous voulez déployer des modèles avec des cartes sympas, on a tout ce qu'il faut dans un environnement souverain. On a du L4, du L40, du H, du B, bref, tout ce qu'il faut. Et vous pouvez aussi utiliser des modèles open weight déjà déployés, comme Mistral, par exemple. Et si vous devez retenir un petit truc de ce soir, ne dites plus modèle open source, ça n'existe pas, quasiment pas. C'est que des modèles open weight. On pourra en parler après si vous voulez, c'est mon dada. Mais ne dites plus le mot open source pour ces modèles-là. Allez, on va prendre un petit rappel, donc on va aller assez vite, parce que Julien nous a déjà parlé de pas mal d'IA. Aujourd'hui, quand on parle d'IA, on parle quasiment de machine learning. Il faut savoir que ce n'est pas le seul champ dans l'IA, il y a plein d'autres champs, mais nous, on parle principalement de machine learning. Et puis, on a différents types. On a ce qu'on appelle l'IA faible, l'ANI. Donc, c'est en gros une IA qui est spécialisée dans un certain domaine, par exemple, je ne sais pas, la détection d'images et d'objets dans une image, ce qui m'intéresse aujourd'hui. On a l'IA forte, l'AGI, un peu appelée l'IA omnisciente qui sait faire plein de choses. D'accord? Donc ça, c'est entre des papiers de recherche, de la science-fiction et un peu de réalité. Et puis on a l'ASI, ça c'est Skynet. J'espère ne jamais le connaître, mais en gros, une super intelligence qui sait tout faire et qui a juste besoin d'être humain comme pile à combustible. Aujourd'hui, on est là, on est plaise à notre ami Sam Altman qui aimerait bien dire qu'on est dans l'ère de l'AGI, mais en fait, on est encore dans un truc où on maîtrise à peu près ce qui se fait, même si ça nous paraît déjà d'être assez énorme tout ce qui se fait au final. Donc le machine learning, très rapidement, l'IA, alors on a un premier anglicisme et un premier travers, c'est que pour nous, intelligence, en français, ça veut dire quelque chose de très ancré à notre cerveau, à notre façon de réfléchir et de connaître, sauf que c'est un anglicisme, c'est plutôt la capacité à traiter massivement de la donnée pour en ressortir quelque chose. Donc on n'est plus sur de l'intelligence, c'est plutôt sur du traitement massif de données, et c'est important quand on parle de machine learning. Du coup, le machine learning, pour ceux qui font du dev ou qui sont essayés à faire du dev, là, on a des algos habituellement très déterministes. On passe par des branches, sinon, c'est quand même la vie dans le développement. Maintenant, on va apprendre sur de la donnée. On va envoyer plein de données à une IA. On va dire ça, c'est une voiture bleue, ça, c'est un vélo rouge. Et puis, on va espérer qu'un jour, quand elle recevra une image de voiture bleue, elle dira c'est une voiture bleue. Donc, c'est basé sur des réseaux de neurones. On en a un peu parlé aussi tout à l'heure. On a le deep learning. En gros, c'est la même chose, sous stéroïdes, plus de puissance, plus de réseaux, de neurones, plus de couches. On fait plus de choses, ça coûte plus cher, mais on fait plus de choses. Et puis là-dedans, tout en bas, il y a un petit truc qu'on a parlé pendant 1 heure juste avant, les LLM, vous les connaissez, qui ne seront que du machine learning au final. Donc les machine learning, on a 3 modes pour l'apprentissage. On a le supervisé, c'est le plus connu, c'est ce qui se rapproche le plus de nous, êtres humains. C'est l'exemple que je vous donnais avant. Tiens, ça c'est une voiture,
Nous, alors on est très fort, c'est qu'on voit une voiture, on est capable de reconnaître à peu près tout ce qui ressemble à une voiture, même le dessin d'un enfant de 2 ans qui dessine à peu près mal, on va dire que c'est une voiture. Là où il y aura un peu plus de mal, mais voilà, c'est le supervisé. On a le non supervisé, bah, c'est de dire, je suis capable de dire que ça, c'est des choses à peu près identiques, donc je fais des clusters, souvenez-vous ce mot, ce joyeux mot. Donc en gros, voilà, je fais du regroupement. Les LLM marchent surtout avec ce style d'apprentissage, même s'ils mixent beaucoup d'apprentissage. Et puis, on a par renforcement, on prend souvent l'analogie de l'entraînement d'animaux avec la petite croquette pour dire tu as bien fait ce qu'il faut. Ça, c'est très souvent utilisé dans les bots de jeu. Vous savez, un jeu de foot, par exemple, on va dire à l'IA, si tu marques un but, bah, tu as des points, si tu n'en marques pas, tu as des pénalités. Donc l'IA va essayer de reproduire des choses qui font qu'elle arrivera à ce qu'il faut. Donc aujourd'hui, on va parler d'apprentissage supervisé, c'est le plus simple à comprendre et donc le plus simple à expliquer. Donc quelques exemples de machine learning, je vais aller assez vite, NLP, tout ce qui tourne autour du langage, la computer vision qu'on va voir aujourd'hui, l'audio, toujours pareil, faire du traitement d'audio, on peut classer, on peut reconnaître, on peut maintenant bien sûr générer. Et puis l'IA générative, on en a parlé plein de fois avant, et c'est un peu ce qui vous occupe en ce moment. Donc l'IA, il ne faut jamais oublier que ce ne sont que des maths et des probas. Première fois où je vais vous le dire, mais je vais vous le dire plein de fois, ce ne sont que des probas. D'accord, une proba à 1, ça n'existe pas. On est tous d'accord, hein, c'est rare quand même dans la nature qu'un truc soit parfait. Quel que soit l'IA que vous utilisez, quel que soit le LLM que vous utilisez, ce n'est par défaut jamais vrai. Toujours à challenger. Il y a une chance que ça puisse être vrai, mais par défaut, partir du principe que c'est faux. C'est très important. Les données, c'est vraiment le nerf de la guerre. On est dans du machine learning, donc on a besoin de data pour apprendre. Donc vos données, très souvent, moi mon use case aujourd'hui, c'est autour de la vision, donc il va falloir les récupérer. Donc souvent, elles sont brutes, par exemple des caméras dehors qui vont filmer un trafic. Donc il va falloir les récupérer, peut-être les nettoyer, etc., etc. Et puis on va créer des datasets. Alors première, un peu analogie avec le monde du dev. Donc moi, un dataset, j'appelle ça une base de données pour mon IA. C'est pas tout à fait ça, mais en fait, comme ça, on se comprend. Et en fait, un dataset va me permettre de labelliser ma donnée dans l'apprentissage supervisé. C'est là où je vais dire, ça, c'est un camion, ça, c'est une voiture, ça, c'est un vélo. Et puis, ce dataset, on va le partager en 3 grandes parties. Une partie qui va me servir pour faire l'entraînement, 80-85% de mon dataset. Et le reste va être partagé sur une partie qui va servir à valider mon entraînement, entre 10 et 15%. Et à la fin, un petit jeu de données qui n'aura jamais été vu par mon modèle, que moi, je vais pouvoir injecter pour vérifier si oui ou non, j'ai ce que je veux comme prédiction. Et puis, on en a un peu parlé tout à l'heure, à la fin, il y a beaucoup de maths, beaucoup de vecteurs, beaucoup de matrices. Je vous rassure, je n'irai pas jusque-là, car j'en suis incapable. Alors, un exemple d'un dataset. Donc ça, c'est moi. J'utilise un modèle de vision qui détecte une petite boîte autour de moi et il dit, en fait, ce label correspondant, déjà, 1, je suis une personne, merci, ça me rassure, et 2, le reste du label, c'est les coordonnées de la boîte. Voilà, un type de label. Ça aurait pu être aussi simplement un texte, mais souvent on a des classes comme ça. Alors une classe, simplement l'identifiant de mon label. Donc les modèles dans l'IA, alors je prends aussi quelque chose qui est faux, mais c'est parce qu'on l'utilise beaucoup comme terme, le cerveau de votre modèle, de votre application boostée à l'IA. Donc c'est ici, on va voir toutes les formules de maths bien compliquées. Bien sûr, on a différents modèles, je viens d'en parler, en fonction de ce qu'on veut faire. Alors plus ça va, plus on essaie de faire du multimodal, mais c'est pareil, il y a eu un avis de langage là-dessus, on s'imaginait qu'un modèle savait tout faire. La plupart des providers de modèles actuels qui vous vendent du multimodal, en fait, vous avez un point d'entrée et plein de modèles derrière. C'est assez rare qu'un modèle sache vraiment tout faire, au final. Donc on est loin de l'AGI. Le coût, c'est important, on va en parler un petit peu, c'est la qualité en fait de votre modèle. Votre modèle va faire une prédiction. En fait, ce que vous voulez, c'est que votre prédiction soit le plus proche possible de la valeur idéale, même si on n'y arrive pas. Donc si je reprends, alors là, je prends une distribution très simple, c'est linéaire, mais la droite verte, c'est la prédiction idéale. Les TX, ce sont mes prédictions, et le coût, c'est la distance. Et plus la distance est faible, plus mon modèle il est de qualité, et l'inverse. On va parler un peu de neurones et de deep learning. Alors, encore une fois, je vous l'ai dit, c'est ce qui vous permet vraiment de rentrer dans une phase très intéressante pour avoir beaucoup plus de puissance. L'analogie avec les neurones humains est aussi encore fausse. C'est essentiellement, on va voir, par rapport à une porte d'activation qui fait penser un peu à nos synapses, mais ça s'arrête là. Je ne sais plus le chiffre exact, mais je crois qu'au final, on maîtrise entre 30 et 40% de comment fonctionne le cerveau humain. Donc de là, le modéliser en informatique, vous voyez, on a encore un peu de marge. Donc très grossièrement, un réseau de neurones, on a les petits W qui sont ici, ce sont les poids, donc les neurones, c'est les trucs en rond. Donc les poids, on en a parlé tout à l'heure, les poids, en fait, moi
Pour donner une analogie, ça va servir à me définir mon chemin idéal. Je vais pouvoir tourner des petits réglages, et puis grâce à ça, imaginez que le poids soit un vrai poids. En fait, ma flèche elle va descendre, et la donnée va avoir tendance à passer plus vite parce que c'est une pompe plus importante. Donc avec les poids, je vais pouvoir définir le chemin idéal que va pouvoir prendre ma donnée pour aller à ma prédiction idéale. Les dés qui sont au-dessus du neurone, pareil, c'est un petit tournevis, enfin une petite vis que je peux mettre. Ce sont des biais tout simplement pour un peu bruiter, pour un peu changer le comportement du modèle, pour éviter que votre modèle soit trop parfait par rapport à ces données d'entraînement. Et puis, les fameuses portes d'activation, les F, en fait, si je prends une porte ici toute simple, mettons que cette porte, elle va s'ouvrir que si la sortie de mon neurone est positive. Et dans le cas contraire, elle va se fermer. Ou alors, parfois, elle me fait passer, enfin, elle transforme en même temps que des fonctions qui rendent tout positif. Voilà, de manière très naïve. Je suis désolé pour les personnes qui sont expertes, je sais que c'est très naïf, mais ça permet de comprendre un petit peu comment ça fonctionne. On a parlé un peu de matériel, donc aujourd'hui on connaît tous à peu près bien les CPU. Un CPU, moi je le compare toujours parce que j'ai un certain âge au combi DVD magnétoscope de l'époque. C'est-à-dire que ça fait mal DVD, ça fait mal magnétoscope, et du coup on a un truc qui marche à peu près. Mais ça marche pas mal les CPU. Ça sait faire plein de choses différentes, mais de manière séquentielle. Si je veux du parallèle, je suis obligé d'en mettre plein d'un côté de l'autre. Sur nos PC, on a du parallélisme software et matériel parce qu'on a plusieurs puces, mais ça reste, normalement, ça ne sait faire qu'une seule chose. Et puis les GPU, l'avantage, c'est que ça sait faire qu'une chose très bien, enfin notamment une chose qui nous intéresse, c'est les calculs matriciels et vectoriels, et en plus, by design, le matériel, il est fait pour faire du parallélisme. C'est pour ça qu'on aime les GPU et qu'on en surconsomme dans le monde de l'IA. Allez, on va faire passer un petit peu à la technique, un petit peu au code. Donc aujourd'hui, moi, ce que je vais faire une application qui va avoir 3 phases. Une phase de notebook, comme ça on verra ensemble un petit peu ce que c'est, une phase d'entraînement et une phase de déploiement, avec un object storage, c'est anecdotique, mais voilà, je fais du S3 au milieu. Si j'étais un peu plus rigoureux, je séparerais un peu tout ça, mais c'est mieux de tout mettre ensemble. Et moi, je serai là à la fin pour tester mon appli. Tout va bien, je ne marche plus sur le câble. Donc un petit mot sur YOLO V11. YOLO V11 pour You Only Look Once, c'est un modèle qui est assez connu dans le monde de la détection des images et de ce que contient une image. Donc ça va vous faire de la classification. Donc en fait, ça va vous dire quel type d'image c'est, de la détection, ce qu'il y a dans l'image, de la segmentation. La segmentation, vous savez, c'est la gomme magique de vos téléphones qui fait pas juste un carré, qui va vraiment aller tout autour du corps que vous voulez découper. Et puis après, le suivi, c'est par exemple, si vous voulez suivre une flotte de voitures avec des webcams. Puis la pause, ça va vous fabriquer des petits bonhommes en fil de fer pour faire tout ce qui est animation en général, c'est super pratique. Donc entraîné sur le dataset de Microsoft Coco, qui a plusieurs centaines de milliers d'images. Moi, j'ai utilisé une lib Python qui est prête à l'emploi, qui s'appelle Ultralytics, parce que je suis dev et j'ai pas envie de m'embêter. Vous allez voir, c'est très simple, c'est open source. Et puis, on va prendre un tout petit modèle, 3,2 millions de paramètres, autant dire que ça fait marrer tout le monde maintenant à l'ère des LLM, où on parle en dizaines de milliers de milliards de paramètres. Un petit mot sur le transfer learning, Julien en a parlé un peu tout à l'heure. En fait, le transfer learning, c'est réutiliser un modèle déjà entraîné et le spécialiser dans un domaine bien précis. Par exemple, moi, ce que je veux faire comme modèle, c'est que là, vous voyez, donc je suis une personne à 89%. Les 11%, je ne sais pas ce que je suis. En tout cas, je ne suis pas une personne. Et je veux que maintenant, il détecte que je suis en train de jouer à pierre, feuille, ciseaux. Donc là, à 80%. Donc le transfer learning, moi, l'image que je prends, je l'ai emprunté à une machine learning engineer chez nous. C'est, imaginons que vous sachiez jouer du solfège et du piano classique. Vous allez beaucoup moins peiner à apprendre de la guitare classique. Je ne dis pas que c'est facile, hein. Moi, je ne sais pas jouer de l'instrument. Mais vous allez moins peiner que quelqu'un qui va découvrir, devoir apprendre et le solfège et la guitare classique. C'est ça, en fait, le fine-tuning. C'est que je vais figer la connaissance du modèle qui m'intéresse et je vais lui apprendre autre chose dessus. On fait du fine-tuning, on fait R à Z, c'est ce que je vais faire. Moi, mon modèle ne va savoir plus jouer qu'à pierre, feuille, ciseaux, ça ne saura plus rien faire d'autre. Et il y a du fine-tuning où le modèle peut continuer simplement à faire ce qu'il faisait avant, on lui a juste rajouté un peu de connaissances. Le dataset utilisé, je vous l'ai dit, les données, donc soit on prend un peu de temps ce soir, on se prend tous en photo, on fait à peu près une centaine de photos par personne, je prends vos photos, je les traite et je les injecte, mais ça va prendre du temps et puis on n'est pas couché. Soit on utilise un qui est déjà fourni, moi je vais chez RoboFlow, donc là on a un dataset qui est assez petit, là encore ça fait assez rire quand on regarde maintenant ce qu'il faut pour entraîner, on a 11 000 images à peu près, mais elles sont déjà bien taillées, elles sont déjà plutôt pas mal et elles sont plutôt bien réparties. Vous voyez, on retrouve mes entraînements, validations et tests. Alors, on voit tout de suite qu'il y aura un biais, c'est qu'il va être très mauvais si vous avez beaucoup de bijoux, des tatouages, et que vous n'êtes pas sur une condition d'exposition de lumière assez forte. Peut-être que vous vous demandez pourquoi j'ai une porte de prison. C'est simplement pour les cas où il n'y a pas de signe
pierre, feuille, ciseaux. Il faut bien détecter qu'on ne fait rien. Sinon... Mais alors pourquoi prendre encore de temps, je ne sais pas. Docker, en 2 mots. Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui ne connaît pas du tout le principe de Docker? Et je peux le dire en 30 secondes. Ouais. Alors, pareil, pour ceux qui connaissent, vous me jetterez des pierres après. Mais vous voyez les machines virtuelles, Docker, c'est pareil, mais en plus petit. Ça va vous permettre d'isoler en fait à la fois votre packaging, votre exécution dans une nouvelle unité d'exécution qui s'appelle un conteneur. Vous fabriquez d'abord une image, et après, cette image, quand vous la lancez, ça devient un conteneur qui est isolé, comme le serait une VM. S'il vous plaît, ne répétez pas ça en dehors de ce talk, parce que sinon je vais me faire arracher la tête encore, mais c'est un peu l'idée. Pourquoi je parle de Docker? C'est parce que tout ce que je vais utiliser utilise Kubernetes, qui utilise des images Docker derrière. Allez, assez parlé. Alors, j'ai tenté de faire ma démo d'une main, ce qui n'est pas forcément le plus simple. Hop. Et on va grossir. Je parle de mon écran, pas de moi. OK. Alors, la première chose, alors je vous passe, ça c'est les trucs chez OVH. Juste, voilà, moi j'ai un bucket S3, vous faites ce que vous voulez, mais ça va me stocker mes données. Bon, c'est pas ce qui est le plus intéressant. Et j'ai créé un notebook Jupyter. OK, un notebook Jupyter, si vous ne connaissez pas, en gros, alors dans mon cas, il est dans le cloud, vous pouvez l'installer en local, bien sûr. C'est un IDE, mais qui a plutôt été pensé pour la data science. Il ne faut pas oublier que l'IA, la data science, tout ça, ça vient un peu du monde universitaire, où on aime beaucoup écrire des papiers et de la doc. L'avantage des notebooks Jupyter, c'est qu'on va avoir une partie runtime qui va permettre d'exécuter du code, voire des instructions système, et toute une partie document qui va être directement dans le même outil. Donc, documentation en format Markdown, on peut mettre des images, etc. C'est pour ça qu'on aime bien les notebooks. Alors, très rapidement, qu'est-ce que je fais dans ma première partie? Je vais... Alors, ça, je vous le passe, c'est l'installation... je peux grossir un tout petit peu pour que ce soit du fond, mais j'ai peur de plus du tout avoir de place. Vous voulez que je grossisse encore un petit peu ou pas? Non, ça passe? Ok, bon. Donc là, c'est les données, je les récupère, j'installe des dépendances, ça, on s'en fiche un peu. Là, ici, on voit que UltraLytics, c'est plutôt sympa parce que je peux checker mon install. Ce qui va être important, c'est de voir surtout la partie carte. Là encore, ça me fait marrer, j'utilise une V100S qui est quasiment plus fournie par NVIDIA, donc très petite carte avec très peu de VRAM, etc. Mais moi, ça va me suffire pour ce que je veux, donc c'est très très bien, je suis très content. Et puis après, encore une fois, comme UltraLytics, c'est sympa, pour récupérer mon modèle, donc je prends le modèle Nano, d'où le L, la version 11, et une télécharge. Vous voyez, mon modèle fait 5 mégas, les poids du modèle, pardon, 5 mégas 35. Donc, on est plutôt bien par rapport à ce qu'on connaît à l'heure actuelle. La première chose que je peux faire, c'est de faire une première prédiction. Donc là encore, UltraLytics, toujours aussi simple. Je lui dis, voici une image, je vais vous la montrer. Après, je lui dis, donne-moi des chemins. Et puis là, en fait, ce qu'il va voir, ce qui est intéressant, c'est de voir ici, il voit que c'est une personne. Donc en fait, qu'est-ce que j'ai fait? Je vous montre juste. J'ai cette image-là, j'ai son label correspondant dans mes données d'entraînement. Et lui, quand je lui ai repassé une image, il me dit, OK, c'est une personne à 90%. Tout va bien, c'est normal, hein, on est avec YOLO. Donc, il fait ce qu'il sait faire, détecter. Il y a à peu près... une cinquantaine de classes d'objets, hein. Il y a Matboard, je ne sais plus où aller, mais si je la mets, il va la détecter, etc. OK, donc ça, il fait son job, tout va bien. Derrière, je vais vouloir l'entraîner, le fine-tuner, donc l'entraîner. Donc, je lui dis, tu as des data qui sont là. Pourquoi j'aime bien RoboFlow? C'est que RoboFlow, en fait, quand je dézippe ce qu'il m'a donné, j'ai déjà un fichier qui est prêt à fonctionner avec UltraLytics. Plutôt cool. J'ai ma répartition de mes données d'entraînement. Mon nombre de classes, 3, et mes classes sont Paper, Rock et Scissors. Le reste, c'est de la metadata qui n'est pas utilisée. Bon, voilà. Vous savez, je suis dev, donc je suis forcément feignant. Donc, quand on le fait pour moi, c'est cool. Et puis après, ici, on va lancer sur ma carte 0. Hein, donc, ma première carte, je peux aller jusqu'à 4 avec UltraLytics. Là, il n'y a aucun intérêt dans mon use case. Une époque, vous voyez ça comme un tour de boucle où il fait des combinatoires d'entraînement. Et donc, il va essayer un premier tour, un deuxième tour, puis il y aura plein de différents combinatoires. Et puis après, il y a d'autres paramètres. Tout ce que vous voyez là, c'est l'ensemble des paramètres que j'aurais pu positionner. Vous voyez, je suis pareil, je ne peux pas dire que je suis rentré très dans le détail. Ensuite, il fait plein de choses. Il fait toutes ces époques. Là, on a tout le détail des époques. Ce qui va m'intéresser, c'est à la fin. Hop, voilà. Là, on voit qu'il a à peu près en moyenne fait un détourage à 82%, ce qui n'est pas terrible. Maintenant, je suis sur 5 époques. On verra que ça a son importance. Et ce qui est intéressant sur le map ici, il est à peu près valide à 90%. On voit qu'il a un peu de mal avec Scissor. Ce qui est normal, c'est que souvent ciseaux et feuilles, on verra qu'il a un peu de mal. C'est normal qu'il ne soit pas super fort parce que j'ai fait que 5 époques, donc il n'a pas pu faire beaucoup d'entraînement, il n'a pas pu faire beaucoup de combinatoires.
un notebook, dans la théorie, c'est fait pour faire de la conception, pour regarder un peu comment ça se passe, et puis changer. Là, ça me prend 5 minutes, un entraînement comme ça. Je peux changer des paramètres, je peux faire des choses. Un petit warning, si vous utilisez les notebooks chez nous ou ailleurs, c'est que votre notebook, tant qu'il est up, c'est pas parce que la cellule ne tourne pas que vous n'êtes pas facturé. C'est pour ça que je vous expliquerai pourquoi il vaut mieux faire autrement pour faire le vrai entraînement après. Mais disons que là, ça me va. Donc, derrière, UltraLytics, il vient avec plein d'outils sympas pour savoir la qualité de mon entraînement. Moi, celui que je préfère, c'est celui-ci, parce que c'est celui qui, pour un petit cerveau comme moi, est le plus simple à comprendre. C'est la matrice de confusion. En gros, c'est quoi l'objectif? C'est de faire la diagonale la plus foncée possible, puisque l'idée, c'est de dire, là, je m'attends à avoir paper et j'ai prédit paper. Vous voyez, il prédit du paper 101 fois, 134 fois, 107 fois, etc. On voit que parfois, il a prédit du rock à la place du paper, etc. etc. Donc on voit que le plus gros vecteur d'erreur, c'est sur Sizer et paper, mais je vous l'ai dit, c'est assez fréquent. Donc ça, c'est assez facile à lire. Donc moi, quand j'ai ça, en fait, déjà, j'ai une première idée de si je dois améliorer des choses. Et puis après, ça on s'en fiche, c'est juste un exemple. Après, on a plein de courbes sympas. On a la partie... à chaque fois, la précision, voilà, je vais y arriver. Donc la précision, c'est le fait qu'il détecte ou pas des choses là où il doit détecter. En gros, il faut maxer à 1. Donc là, on voit que je ne suis pas du tout là. Ce n'est pas un vrai plateau qui est là. C'est parce que c'est l'affichage qui est un peu bizarre. Mais l'idéal, c'est d'arriver à vraiment maxer pour se dire, OK, après, j'ai vraiment une précision qui est bien. On a le recall qui est en dessous. Hop là. Qui est un peu pareil, sauf que là, c'est le pourcentage de bonne validation sur des vrais positifs. Alors la courbe, elle est bizarre parce que le UltraLytics, ils le font sur un seuil de confiance, alors que normalement, c'est ici, c'est les nombres d'époque. Donc c'est pour ça que la courbe est un peu chelou. Et puis on a la F1 curve qui fait un peu des deux, hop là, voilà, qui fait une distribution harmonique pour voir un peu les deux. L'idée, c'est d'avoir le plateau le mieux et de prendre la confiance le plus. Ce qu'il faut retenir de ça, en fait, c'est que moi, quand j'ai ça, et que je me dis, mon modèle, c'est pas ce que je veux, je vais voir mes data scientists et mes engineers, je fais voilà, moi j'ai joué, j'ai fait ça, est-ce que tu peux m'aider à mettre les bons paramètres, à fixer les bonnes choses pour améliorer? Parce que clairement, pour l'instant, il n'est pas qualitatif. Et je prends souvent l'exemple, moi, de Kubernetes. Je ne sais pas si vous faites du Kubernetes, mais il y a eu une mode avant l'IA, dans le côté dev, c'est de faire du Kubernetes. On s'est tous déployer un service, une application, faire presque un peu de network et un peu de airback. Mais en fait, c'est un vrai métier. Moi, je suis dev. Quand j'ai besoin d'aller vraiment customiser un truc sur Cube, je vais voir mes ops. C'est eux les experts et les experts. L'IA, c'est pareil. Je suis dev, je ne suis pas data scientist. Donc, par contre, j'ai des outils qui me permettent de dialoguer avec mes data scientists et ça, c'est cool. Après, on a d'autres courbes dont on peut parler. La plus intéressante, c'est les loss. Ici, pareil, les loss, c'est les degrés d'erreur. Il faut maximiser vraiment. Donc là, on voit que je suis vraiment pas bien parce qu'il faut vraiment que j'arrive sur un plateau très bas. Pareil pour la validation elle est toute pas bien parce que du coup je ne suis pas encore proche de 0. Donc il faut que je n'ai plus d'erreur, sinon mon modèle n'est pas bon. Encore une fois, j'ai fait que 5 époques, donc c'est normal. Après, on ne va pas passer beaucoup de temps dessus parce que ça va être juste de la cuisine. Je prends mes graphiques UltraLytics, j'exporte mes poids à moi que je viens de créer. Je les copie dans un endroit parce que j'en ai besoin et je peux quand même tester mon modèle. Et sur la même image, cette fois, mon modèle, je lui dis redonne-moi ta prédiction, et là il voit bien rock, et vous voyez que si, hop là, si je suis là, maintenant, il voit rock. Alors c'est tout pourri, c'est 64%, mais on le sait, on n'est pas sur un modèle qui pour l'instant était bien fine-tuné, mais ça y est, j'ai fine-tuné. Par contre là j'ai fait, tu remplaces tout, il ne sait plus rien faire d'autre que de détecter pierre, feuille, ciseaux. Après c'est ce que je veux, donc tout va bien. J'ai mon modèle, en tout cas j'ai conçu un modèle qui me plaît. Maintenant je veux l'entraîner, je vous l'ai dit, l'idéal de l'entraîner c'est de lancer sur beaucoup plus d'époques, peut-être plus de data d'ailleurs si vous avez cette chance-là. Pour ça, très souvent on prend les outils de training. Vous pouvez le faire avec le notebook, il n'y a pas de problème. Je vous dis, moi ce qui me dérange dans un notebook, c'est que je vais lancer mon entraînement à 20h, il va prendre 3 heures, donc il va se finir à 23h. En fait je vais être facturé de 23h à 9h du matin, parce que mon notebook, lui, aura été up et aura requis un GPU, même à vide. La plupart des providers font comme ça. Du coup, moi, ce que je vous propose, c'est de faire plutôt un entraînement. Alors, pas de panique, je reviens. Tac. Allez. Et tu veux pas zoomer? On va le faire à la main. Alors... Bon, ça devrait aller. Donc là, ce que j'ai, c'est juste un petit fichier Python.
Je suis développeur Java. Je me suis mis à Python parce que j'avais pas le choix sur de l'IA, mais à l'origine, je suis développeur Java. Vous allez retrouver exactement ce que je viens de vous montrer tout à l'heure. Vous allez reconnaître des choses. Je récupère juste derrière l'environnement, ça m'évite de reconstruire à chaque fois mon image. Mais là, vous voyez, j'appelle mon train. J'ai été voir mes data scientists entre temps. Ils m'ont dit, bon, alors déjà, si tu passais vers 50, tu verrais, ce serait bien. Attention au surentraînement. Parce que quand votre modèle devient trop parfait, a tendance à ne connaître que vos données. Vous voyez, sur les courbes, elles ont tendance à remonter. Et puis, surtout, ils m'ont dit, mets un batch ici, donc c'est le nombre d'images qui va traiter en parallèle, mets-le à 64, et puis frise des couches. Je fais OK, je vais friser des couches. Donc en fait, c'est le nombre de couches où on ne va pas aller les fine-tuner, parce qu'elles font très bien ce que j'ai envie de faire, et je ne vais pas les commencer à chercher à changer leur comportement. Là encore, moi, c'est pas moi qui l'ai inventé. Quand même curieux, je dis, mais comment vous faites pour le savoir? Parce que voilà, moi j'ai appris à développer, parce qu'on le sent comme ça. Ok, d'accord, ça me va. Donc en fait, il y a beaucoup de vécu. C'est pour ça que c'est important d'aller vers ces gens-là, parce qu'ils ont vu plein de trucs et il n'y a pas une règle exacte. Hein. On est dans un monde probabilistique. Il ne faut pas l'oublier. Et là, après, vous avez exactement la même chose, le print, le train, l'export et le copy. Donc, très simple. Derrière, je vous l'ai dit, j'ai besoin de Docker. Donc je crée une image Docker. Docker, pour si vous ne connaissez pas ou si vous connaissez, vraiment image standard. Je pars de Python. Je balance mon requirement TXT, j'installe 2-3 trucs. Et mon script, et je lance mon script. Ici, si ça vous interpelle, c'est parce qu'on lance mon container en rootless, on dit que c'est une bonne idée. Donc du coup, il faut que vos fichiers, ils aient le droit il faut que votre process ait le droit d'écrire et de lire ces fichiers. C'est pour ça qu'on fait un changement de user. On se dit 42-42-0, ça semblait un chouette chiffre pour choisir un user. Une fois que j'ai fait ça, hop, je lance mon entraînement et vous connaissez exactement la même chose que tout à l'heure. C'est-à-dire que là, c'est juste les logs, mais au final, on va avoir tous les entraînements. Bon, bref, j'ai 50 époques, c'est exactement comme ça. Et donc là, il m'a généré un modèle prêt à l'emploi. Maintenant, je vais vouloir l'utiliser, ce modèle. La bonne nouvelle, c'est qu'un modèle comme YOLO, en fait, je vais pouvoir l'utiliser sur du CPU. C'est l'autre chose qui est sympa. Et donc, je vais vouloir déployer cette application. Vous faites ce que vous voulez pour la déployer. Vous pouvez déployer en local, en distant et tout ça. Moi, j'utilise un produit chez nous qui permet de faire du conteneur as a service assez facilement. Et faire du coup de l'inférence dessus. Donc l'inférence, hein, si c'est un mot qui vous semble barbare, c'est simplement dire je présente des données à mon modèle qu'il n'a jamais vu. En gros, je lui demande sa prédiction. On refait un petit zoom. Alors on va laisser vite sur le code parce que c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant. Mais en gros, c'est une application Python. Voilà. Donc je charge mon modèle, donc mon meilleur entraînement. Parce que Tralytics aussi compare entre chaque époque si votre modèle s'est amélioré ou pas, et il vous le stocke dans best.script une fois qu'il voit que c'est meilleur. Vous allez voir, j'ai deux zones à mon écran pour la webcam. Derrière, je prends une photo, je fais une prédiction, est-ce que c'est pierre, feuille, ciseaux. Ensuite, je fais pareil pour la deuxième, et à la fin, je regarde qui a gagné. Pour la prédiction, on va être dans du terrain connu, puisque je vais appeler predict avec ma photo. Je prends un seuil de confiance à 0,5, je ne mouille pas trop, ça veut dire qu'en fait, il va me sortir une prédiction, pendant moi, il est sûr de lui à 50%. Une voiture autonome qui est sûre d'elle à 50%, je ne monte pas dedans. À 90 non plus, à 99 non plus. Enfin bref, je ne monterai jamais dedans parce que, en fait, 100% ça n'existe pas. Vous vous souvenez? Ensuite, il m'a détecté des choses, et puis on va chercher qui a gagné. Et là, on fait quand même de l'IA. Il est où mon predict? Voilà. On fait de l'IA quand même très poussé, puis si on fait un Sailor Simon, et on affiche un joli petit emoji. Une fois que j'ai ça, je vous l'ai dit, comme on est dans le monde, nous, de la containerisation, c'est exactement comme tout à l'heure. On fait une jolie image de Python, on fait tout ce qu'on a besoin de faire, on ajoute notre script qui est là, toujours pareil, gestion de journeur, et on lance, j'utilise Streamlit, qui permet de faire une interface graphique en Python assez simple, et qui est beaucoup utilisée dans le monde de la data science. Une fois que j'ai ça, je lance mon application, je vous l'ai dit, sur du CPU, parce qu'en fait, mon modèle n'a pas besoin de plus que ça pour faire de l'inférence, et du coup, on arrive à un truc comme ça. Hop là, perdu. Alors, est-ce que les dieux de la démo vont être avec moi? Tac. Il faut avec la lumière dans le dos, si ça marche. Ouais, je m'en doutais.
Allez, on va essayer un truc comme ça. J'ai pas de chance, j'ai juste une lumière juste qu'il faut pas. Ok. Allez, on va tenter. Pas devant moi, parce que j'ai pris un sweat gris. D'habitude, j'en mets un noir pour que ça marche. Ah merde! Ah, damned! Quand on a des gros doigts, on fait pas de démo. Bon, c'est pas grave, je vais essayer ça. Ok. Je suis têtu. Je suis têtu, je vais... Voilà. Là, ça va être mieux. Normalement. Voilà. Hop, et je voudrais vraiment qu'il y ait un gagnant avec ciseaux. Voilà. Wouhou! C'est un métier. Ok, ouais, il me reste quelques minutes. Juste, je ne vais pas vous embêter longtemps. Ce qu'il faut retenir de tout ce que je vous ai montré, il y a de la donnée. Quand on veut faire de l'entraînement, c'est important. La plupart du temps, vous avez vos données qui est brute. Faites attention à vos coûts de stockage. Quand vous êtes on-prem, c'est cool. Enfin, ça vous coûte quand même de l'argent. Hein. Quand vous êtes dans le cloud, faites attention. La plupart des cloud providers vous facturent l'entrée, enfin vos données à l'entrée, à la sortie et à la lecture. Peu d'autopromo, nous on ne fait pas ça chez OVH, on ne vous facture rien du tout. Votre donnée, une fois qu'elle est chez vous, vous êtes facturé simplement au stockage et vous pouvez y accéder 25 000 fois si ça vous chante. Vous avez besoin de pré-processer, nettoyer. Hein, souvent, vos données, elles sont très très sales. Vous vous souvenez, les petits, quand vous faites des résolver des captcha, bah, vous aidez tout ça à nettoyer de la donnée. Et donc, en fait, c'est un métier qui existe depuis moi que je fais du dev. Hein, c'est 25 ans qu'on traite de la donnée. Donc, c'est un métier qui est très important dans le monde de l'IA. Sinon, il n'y aurait aucun de nos modèles. On l'a vu, les notebooks, c'est vraiment votre cerveau. Moi, je vous conseille de le faire faire par des data scientists, ou du moins d'avoir des data scientists avec vous, parce que y a beaucoup de choses à faire. Là, je vous montrais un fine-tuning. J'ai une collègue qui fait carrément un modèle de zéro pour détecter les sons des mammifères marins. C'est super intéressant, mais il faut savoir faire un peu de maths aussi. Vous avez la partie entraînement qui va vous permettre de vraiment créer votre modèle, de l'optimiser. Attention, il faut souvent beaucoup de données, beaucoup de puissance de calcul. Moi, j'ai pris un cas très simple, mais là, je suis en train d'essayer de fine-tuner un lama. Alors, j'ai essayé 1B, il n'est pas assez bien, donc je suis en 3B, 3 milliards de paramètres, et je voudrais en fait lui apprendre avec tous le programme des conférences qu'il y a et qu'il puisse me répondre. C'est un peu galère, je suis déjà monté en termes de gamme de cartes. Vous pouvez utiliser des modèles pré-entraînés, Hugging Face, Julien vous en a parlé, donc c'est souvent des modèles open weight. Attention aux licences qui sont plus ou moins contaminantes sur ce genre de modèle. Faites bien attention à ça parce que vous savez que rien n'est gratuit. Et puis derrière, vous pouvez déployer votre appli, faites comme vous voulez, est-ce que vous voulez une API, une interface web, bref, faites-vous plaisir. On va finir sur 2-3 trucs un peu moins drôles. Les billets, on en a un peu parlé, les IA sont fabriqués par des gens comme vous et moi, encore, même si elles sont vibe codées avec Claude Code, ça reste des humains qui sont derrière. Donc les données sont aussi de plus ou moins bonne qualité. Et la labellisation des données est souvent faite par des humains, souvent dans des conditions d'ailleurs pas top, exploitées dans des pays où la main-d'œuvre n'est pas chère. Mais en tout cas, tout ça, on vient avec des biais. Et moi, je raconte souvent une histoire parce qu'ils l'ont sorti de manière publique chez IBM il y a un paquet de temps, parce que l'IA n'a pas 3-4 ans depuis le ChatGPT, hein, ça fait les années 70. IBM utilisait un modèle pour classifier les CV, pour les aider sur leur embauche. Et à un moment donné, ils ont cherché à recruter des chefs de projet. Et il se trouve qu'à un moment où ils ont mis ça en place, ils n'ont recruté que des chefs de projet qui étaient des hommes blancs entre 30 et 40 ans. Pas d'autres profils. Et donc du coup, ils ont regardé ce qui s'était passé, c'est que les gens qui avaient entraîné l'IA n'avaient envoyé que des données qui correspondaient à ce qu'eux estimaient être un bon chef de projet. Et c'est vrai dans beaucoup d'IA. Dans beaucoup d'IA, ce sont des humains qui ont décidé quel label fallait mettre. Donc faites attention, encore une fois, à ce que vous utilisez. Par exemple, demandez à Qwen, qui est un très bon LLM, nous on l'offre en open weight, demandez-lui ce qui s'est passé sur une certaine place il y a quelques temps. Vous verrez qu'en fait, il ne s'est rien passé. C'est cool. Je ne savais pas. Donc l'IA n'est pas une source de vérité, ce ne sont que des probabilités, et ça ne reste que des probabilités. Faites attention, ce n'est qu'une estimation. Si un chat GPT vous dit « mettez de la colle dans votre pizza, ça va être meilleur », n'essayez pas pour après dire « ah, il m'a dit que c'était pas bien ». Ce ne sont qu'une aide à la décision, ça ne remplacera pour l'instant jamais une humaine ou un humain, je l'espère en tout cas. Puis la course à la puissance, même si je travaille pour un cloud provider, en fait, on veut toujours plus de données, on a des modèles qui sont toujours plus gros, avec beaucoup plus de couches de neurones, beaucoup de puissance de calcul.
L'infra qu'il fallait pour entraîner le premier GPT par rapport à ce qu'il faut maintenant, mais c'est juste innommable. C'est quand même hallucinant de voir tout ce qu'il y a besoin. À titre d'exemple, pour un cloud provider comme OVH, on est un petit cloud provider, mais on est quand même plutôt bien représenté en Europe. Auprès d'NVIDIA, c'est en dizaines de semaines, voire plus, pour avoir des cartes à l'heure actuelle. Ça dure depuis des années. Donc, en plus, il y a un certain déséquilibre qui va se faire sur ceux qui peuvent avoir des cartes et ceux qui ne peuvent pas. Donc peut-être, on a aussi des consommations qui augmentent. Est-ce qu'il y a une personne ici qui n'utilise jamais de l'IA? Ok, j'ai posé cette question il y a 1 an dans un meet-up. Il y avait à peu près 20-30% des mains qui se levaient. Donc, on est tous impactants dedans. Utiliser de manière intelligente. Alors à l'époque, je donnais l'exemple de Dali où les gens s'étaient marrés à mettre le pape en doudoune blanche. Je ne sais pas si vous aviez vu cette première image génération. C'était très drôle. Est-ce que ça vaut le coup d'utiliser du GPU pour faire ça? Vous allez me dire, est-ce que ça vaut le coup d'utiliser du GPU pour faire un pierre, feuille, ciseaux? Pas du tout. C'est complètement débile. Je prends une V100S. Mais peut-être qu'il ne faut pas oublier que, par exemple, quand utiliser un chat GPT ou un Claude Code, il y a une recherche Internet qui prend aussi de l'énergie, mais qui peut aussi vous répondre. Et puis parfois vous répondre mieux que ce que vous aurez répondu l'IA. Un des enjeux, ça va être d'avoir de la performance et moins de consommation. On l'a tous vécu avec le conflit en Ukraine. On a nos factures d'énergie qui ont complètement été augmentées de manière énorme. C'est vrai aussi chez les cloud providers. Ça va se répercuter sur vos factures à vous. Donc un des enjeux, c'est d'avoir des petits modèles. Julien en a parlé un petit peu. On a dans l'ère des LLM, on a les Small Language Models qui arrivent, les SLM. Et voilà, et donc on va plus vers de la spécialisation d'un modèle. C'est pour ça que le fine-tuning est intéressant aussi. C'est que l'idée, c'est de prendre des petits modèles qui savent très bien faire une chose. Je prends l'exemple du dev. Je préfère avoir un modèle qui est expert en Java et qui ne consomme pas trop, mais qui fait très bien les choses, plutôt qu'un modèle qui va savoir faire plein de choses. Alors, toujours mon image DVD magnétoscope, même s'il le fait bien, il va falloir que ça soit très gros et qu'il consomme beaucoup. Et puis, si ça vous intéresse, ce que je vous ai montré aujourd'hui, rapidement, voilà, on a ces 3 offres-là. Vous pouvez venir me voir. On a des free credits pour tester tout ça. On a 200 € de crédit. Vous pouvez commencer à jouer, à faire quelque chose. Si vous ne connaissez pas OVH Cloud, on fait de l'IA, de la data platform, du cube, du rancher, de la base de données. Bref, on fait plein de choses et on expose plein de modèles open weight. Donc, c'est pareil, je pourrais vous faire un talk de 2 heures sur AI Endpoint, mais je ne suis pas là pour ça, mais c'est super cool quand on est dev. Ça, c'est tous les liens, mais j'ai un QR code à la fin si vous voulez que j'ai utilisé pour fabriquer ce talk. Ça, c'est tous les liens. Si vous voulez tout le lien d'un coup, vous prenez ce QR code-là, puisque c'est la presse avec tout. Si vous voulez juste les sources, c'est là. Et si vous voulez me laisser un petit feedback, vous pouvez, ce sera avec plaisir. Je ne sais pas du tout si j'ai tenu j'ai à peu près tenu le timing. Je ne sais pas si on prend des questions ou pas. C'est comme vous voulez, mais merci à vous toutes et à vous tous. On est sûr que j'ai le temps pour prendre 2-3 questions s'il faut. Vous avez faim et soif. Moi aussi. Oui. Est-ce que tu vois passer dans ton métier des applications avec des time series? Est-ce que je passais dans mon métier des applications avec des time series? Comme je ne sais pas si on entend avec les capteurs, je vais le répéter. Oui. Surtout pour la partie mémoire. Alors là, je sors de ce que j'ai fait là, mais surtout pour avoir une mémoire à plutôt long terme sur mes LLM ou les choses comme ça. Pour pouvoir à un moment donné dire je veux rejouer quelque chose, puisque la mémoire elle reste. Je lui en ai parlé de la mémoire sur les LLM, elle n'est jamais dans le modèle, elle est toujours applicative. Un modèle n'a pas de mémoire, il ne sait pas appeler des outils. Donc souvent, on l'a sur ces choses-là. On a ce genre de choses qui permettent de pouvoir reconstruire à tout moment une mémoire en disant tu as commencé par me dire ça, après je t'ai répondu ça, après tu as dit ça, etc. Et donc le modèle va être capable de vraiment pouvoir reprendre un historique. C'est vraiment les use cases que j'ai vus à ce niveau-là, mais peut-être qu'il y en a d'autres. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question du coup. Si? Ouais. Ok. Oh, il y a les pizzas qui arrivent, ça va être dur de poser des questions. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Vas-y, je t'en prie. Dans les métriques, du coup, vous avez utilisé aussi, vous êtes arrêté à 50 époques, vous avez utilisé la learning curve ou pas du tout? Ouais, qu'est-ce que j'ai utilisé comme métrique pour m'arrêter à 50 époques? Alors, je ne l'ai pas montré là, mais je vous montre rapidou. Parce que je l'utilise pour ce que je suis en train de faire, et puis comme tout bon développeur, même avant, j'étais en train de faire des trucs. Voilà. On peut avoir des choses comme ça. Weight and Biases, si vous ne connaissez pas, c'est un truc qui est plutôt sympa, qui vous permet de suivre en temps réel vos entraînements. Donc, c'est les fameuses courbes, mais ça bouge en temps réel.
Et donc en fait, moi j'ai utilisé ça, mais encore une fois, le 50, c'est pas moi qui l'ai décidé. J'ai été voir des gens qui savaient, qui m'ont dit, écoute, j'ai regardé ton projet White on Biasis. Alors là, je suis pas du tout sur mon exemple que je vous ai montré, je suis en train d'entraîner du coup là un lama 3B. Et ils m'ont dit, bah tu vois, à partir de là, en fait, là c'est pas cool, donc coupe et puis mets 50. Donc les métriques, ils sont comme ça. Donc ça, c'est pas, c'est un truc que moi j'ai déployé, mais ça se fait tout seul. Hein, c'est 2 paramètres et demi, et puis du coup on a ça et c'est gratos. Et ça, c'est pour combien? C'est un service? Non, ça c'est à déployer à part. White on Biasis, ils sont. Alors normalement, je n'aurais pas fait la pub parce qu'ils sont déployés chez AWS, mais je les aime bien. Mais ouais, c'est à déployer à part. Mais c'est vraiment 2 paramètres à mettre. Et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'à chaque tour d'époque, il envoie les stats. Et ce qu'on a vu là, les evals et tout ça, et comme ça, c'est un peu plus joli. Faut reconnaître. Et puis surtout, c'est que, en plus, par exemple, moi j'utilise OpenCode avec Opus 4.6. Je fais des snapshots de mes courbes et je les envoie et je lui dis tiens, dis-moi si mon entraînement il se passe bien parce que moi je sais pas le dire. Donc, c'est plutôt cool. Il y a une là et puis après. Est-ce que Voilà. toujours chez OVH, le OVH Startup Programme à l'époque, il y avait un peu de crédit, beaucoup de formation et l'autre par les personnes d'OVH. J'avais eu ça quand j'ai enseigné mon CTO dans la fonction locale et je me demandais si c'était toujours d'actualité chez OVH. Est-ce qu'on fait encore le Startup Programme? Oui, la réponse est oui, et on peut aller jusqu'à 100 000 € de crédit par an. Et en fait, il y a 3 critères, c'est qu'il ne faut pas être concurrent, il faut être légal. Et le troisième, je ne sais plus, mais c'est un truc tout simple, il faut faire un dossier sur le site OVH, il y a Startup Programme, on envoie un email, et puis les gens chez nous regardent, et après, vous pouvez avoir ça. Voilà, merci. Il y avait une question là, je crois, non? Moi, j'ai vu une main se lever dans le coin, non? Non? Ok. Il me semble avoir vu 3 mains, mais du coup, peut-être que je gosse quelqu'un. Non? Ok. Oui. Est-ce que vous avez, comme chez AWS, des certifications? Est-ce qu'on a des certifs comme chez AWS? Bien sûr, on a même des meilleurs. Non, je rigole. Oui, on a des certifications, et plus récemment, je suis content parce qu'ils ont sorti enfin les certifs côté IA. Et donc, du coup, on peut avoir les tampons. Alors, je ne vous ai pas fait le couplet, mais allez chez qui vous voulez, OVH, Scaleway, Clever, bref. Essayez de penser un peu à de la souveraineté, à européen, voire français, parce qu'il y en a en fait qui n'ont rien à faire à l'heure actuelle et qui ne se gênent pas pour faire du protectionniste, et nous, on ne le fait pas assez. Donc, encore une fois, ce n'est pas pour venir chez OVH, mais oui, on a pensez à ça, on a des certifs, et je ne sais pas si vous poussez dans le conseil, il y a de plus en plus de boîtes qui demandent si vous avez des certifs sur des environnements souverains, Segment Cloud, etc. Des boîtes comme OVH, comme Scaleway, encore une fois, comme Clever, vous proposent d'avoir ça. C'est un plus pour votre CV, c'est un plus aussi pour vous, et si vous avez vos projets ou votre entreprise, pensez à ce que pourrait faire un mec pas très raisonnable qui aurait le pouvoir de couper des accès à vos données qui sont outre-Atlantique. Donc n'hésitez pas à aller voir ces choses-là. Mais donc oui, il y a des certifs. Merci. Deuxième question. Concernant le service AI Deploy de containerisation de modèles, est-ce que vous avez un exemple de cas d'usage qui fait, alors, autrement que pour faire ça, effectivement, moi par exemple, là ce que je fais, c'est que je prends des modèles chez GameFace, et comme c'est un conteneur as a service deploy, j'utilise en fait l'image VLLM, et je donne n'importe quelle image de GameFace et je le déploie sur nos infrastructures en choisissant une carte. Donc là, par exemple, sur mon Lama 3B, j'utilise du L4 parce que ça suffit, j'ai pas besoin de grand chose de plus. Mais l'objectif, c'est vraiment que tu puisses déployer tes modèles que tu as créés, fine-tunés ou que tu as simplement récupérés sur des environnements qui sont scalables et qui te permettent d'avoir aussi de l'infrastructure as a service de manière assez simple. Donc c'est tout ce qui a besoin d'un modèle. Moi, par exemple, j'ai des clients qui veulent faire des assistants de code, mais en maîtrisant où vont leurs données de code, puisque du coup Microsoft avec Copilot nous ont promis jurer les repos privés, on les indexe pas, parce que c'est pas notre genre. Donc on peut les croire, parce que forcément ils ont raison. Et donc beaucoup de clients, ce qu'ils font, c'est qu'ils montent leur propre modèle. Alors soit ils utilisent nos modèles AI Endpoint, mais si vraiment ils veulent rester dans leur giron, ils prennent un quencoder par exemple, ils le déploient avec AI Deploy, et leur OpenCode ou VS Code avec KiloCode, etc. continue, point sur ce modèle-là. Et là, du coup, ils en montent toute la chaîne, ils ont leurs données qui restent chez eux et qui sont vraiment souveraines pour eux. Donc souvent, c'est use case-là qu'on voit.
Ok. Et du coup, vous, quand vous utilisez Opus 4.6 avec OpenCode, Moi, ça, je le fais sur mon truc perso. ok, parce que moi j'ai déjà fait ça, je me suis fait bannir par Anthropic pour le fait d'avoir utilisé leur token. Ah non, mais c'est OK avec OpenCode et, Ah ouais et Opus, ouais. Ok, Non, non, c'est OK, ils ont une API, c'est même documenté dans le doc d'Anthropic. ok. Donc non, c'est OK. Dans le doc d'Anthropic, ils expliquent même comment mettre un Light LLM, un proxy routeur sur ta machine pour pouvoir l'utiliser avec n'importe quel CLI qui va sans pour autant avoir la partie API à payer chez Cloud. Donc non, c'est OK, c'est documenté. Ok, merci. Mais peut-être que je me ferai pas dire dans pas longtemps. Une question pour faire l'entraînement, tourner pour un particulier, s'acheter un petit GPU qui permet de faire ce même type d'entraînement sur du YOLO, par exemple. Ça serait quel budget à peu près de votre connaissance? Alors le budget, alors moi je vais pas prêcher pour ma paroisse, mais une V100S c'est 80 centimes de l'heure. Donc là c'est cloud. Cloud, 80 centimes de l'heure. Donc déjà, il faut bien entraîner. Les V100S, je crois qu'on ne peut plus en trouver, mais par exemple, chez moi, j'ai une Jetson, une carte Jetson qui va réussir de l'embarquer, mais on va forcément aller taper dans quelques milliers d'euros pour avoir ce genre de carte. Je ne parle pas des cartes qu'on met dans nos PC pour faire du gaming, comme du GPU, qu'on utilise, des cartes RTX, etc. On peut aussi, c'est quelques milliers d'euros, mais c'est raisonnable. Mais des cartes professionnelles comme nous, on a, qu'on va mettre dans un data center, ça commence à coûter quelques milliers d'euros. Donc pour un projet perso, de toute façon, c'est toujours le même arbitrage. Est-ce que je vais dans le cloud parce que je veux aller vite provisionner des choses et à un moment donné, je donne tellement à mon provider que j'ai envie de revenir chez moi parce que c'est comme une LEA en fait, hein, c'est que je paye trop par rapport à ce que je veux. Et là, le trade-off, il est là. C'est de dire, OK, je vais acheter une carte. Sur l'exemple que tu me donnes, pour un projet perso, et c'est pas parce que je suis chez OVH, mais moi, je ne cherche même pas à comprendre. En fait, à 80 centimes de l'heure, là, un entraînement qui prend 3 heures sur mon Lama 3B, je n'ai même pas pour 3 euros. Avant que j'arrive aux plusieurs milliers d'euros que me coûterait une carte qui sera obsolète et qui sera plus compatible avec les derniers frameworks, et du coup, il faudra que je change de carte, je préfère partir sur un truc mutualisé comme ça. Mais du coup, ça va être l'équivalent de quelques milliers d'euros, de 3 4 000 euros pour avoir une carte équivalente. Il n'y a pas des formats à moins de 1000 euros pour. Enfin, moi je pensais qu'un GPU c'était comme Alors, un disque dur externe qu'on branche sur le côté. Non, le moins cher, c'est ce qu'on a là, nos PC. Ouais. Alors, le moins cher. Mais moi j'ai un Mac M3, le M4 est mieux. Le M4 avec un peu de RAM, alors c'est la RAM qui coûte cher chez Apple à chaque fois parce que comme elle est soudée, c'est ce qui est le plus rentable pour entraîner des modèles en local. Ce que j'ai fait là avec Yulo, je peux l'entraîner sur mon M3 tout facile, ça va prendre un tout petit peu plus de temps, et encore, maintenant. Donc moi j'aurais tendance à dire, prenons nos PC avec des GPU déjà dedans, mais tu vas être très vite limité. C'est-à-dire par exemple moi sur le Lama 3B, je suis obligé quand même de monter déjà une carte qui a déjà 20 Go de VRAM. 20 Go de VRAM sur une carte particulière dans un ordi, ça commence à être des beaux bébés. Donc toujours pareil, le choix il est à faire à un moment donné. Est-ce que je suis en train de m'amuser à faire des POC en local et j'accepte que ça tourne 3 heures et c'est pas grave, ou est-ce que j'ai besoin d'un truc que je vais devoir fine-tuner toutes les semaines et là ça va me saouler et j'ai besoin de compute. Pizza, bière, coca, chips. Ah, j'ai un dernier slide. Hop, j'ai obtenu une promesse. Voilà. Merci en tout cas à tout le monde.